Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Les enquêteurs de l'ONU ont découvert 13 nouvelles fosses communes dans la région du Grand Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo. Des violences meurtrières y opposent les forces de l'ordre et une milice depuis septembre dernier. Elles ont déjà fait près de 400 morts. En Afrique du Sud, le principal syndicat COSATU, entendu, Coalition of South Africa Trade Unions, partenaire du parti au pouvoir, dont a demandé au président Jacob Zuma de démissionner. Ce dernier fait face à une contestation de plus en plus importante après son remaniement ministériel qui a vu le départ du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, cette série qui s'achève donc sur les couples homogames africains hors de leur contexte socio-culturel habituel, notamment ici en Occident. Dans l'Empire, nous avons remarqué que des jeunes Africains allaient généralement chercher une épouse en Afrique. À l'observation, les jeunes femmes commencent aussi à se rendre sur le continent pour trouver l'âme sœur. Y a-t-il pénurie en Occident? Quelles sont les difficultés que cache ce choix? Tentative d'explication ce soir. Nous serons avec l'anthropologue Nicolas Féno. Bonsoir Nicolas Féno. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Dans le passé, je dis bien dans le passé, un homme qui va dans la recherche d'une femme, c'est pas péjoratif, c'est pas un tort. Mais aujourd'hui, les femmes africaines commencent aussi à aller chercher l'âme sœur sur le continent. Quelle est votre réaction face à cela? Je trouve ça intéressant. Alors, déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il s'agit de femmes d'origine africaine? Les femmes africaines, bien entendu, après une ou deux ruptures, choisissent d'aller chercher l'âme sœur ailleurs. Aller chercher un homme noir sur le continent alors qu'il y en a en France, par exemple. Ouais, je comprends ce que vous dites. Je trouve ça intéressant que ça se passe aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que ce soit pas que un privilège des hommes d'avoir l'opportunité d'aller chercher ailleurs une compagne. Bon, c'est un privilège quand même, le fait d'avoir le choix de choisir entre plusieurs nationalités différentes. Oui, je pense que c'est un privilège. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Faisons un petit tour sur le continent via les ondes. On est en Afrique du Sud où le syndicat COSATU appelle Zuma à démissionner. En Afrique du Sud, le principal syndicat, donc le COSATU, partenaire du parti au pouvoir, a demandé au président Jacob Zuma de démissionner. Ce dernier fait face à une contestation de plus en plus importante par son remaniement ministériel qui a vu le départ du ministre des Finances, Pravin Gordhan. La centrale syndicale est un partenaire historique de l'ANC, l'African National Congress, au sein de l'alliance tripartite au pouvoir. Nous allons en République démocratique du Congo où des enquêteurs de l'ONU ont découvert 13 nouvelles fosses communes dans la région du Grand Kasaï, dans le centre de la RDC. Des violences meurtrières y opposent les forces de l'ordre et une milice depuis le mois de septembre dernier. Elles ont déjà fait près de 400 morts. Selon le directeur du bureau conjoint de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, le nombre est passé de 10 fosses communes à 23 dans le Kasaï central et le Kasaï oriental. On n'a pas encore enquêté dans la province de Lomami, mais on continue le travail puisque l'existence d'autres fosses communes est signalée, a-t-il ajouté. Le 22 mars dernier, donc, des enquêteurs de l'ONU avaient dénombré 10 fosses communes liées aux violences qui opposent les forces de l'ordre et les milices Kwamina Nsapu, des chercheurs de l'ONU, qui enquêtaient donc dans la région, ont été également enlevés le 12 mars dernier avec 4 de leurs accompagnateurs congolais avant d'être tués.
Nous restons dans la sous-région Afrique centrale au Cameroun où un attentat a été déjoué à Mora. Des terroristes se sont fait exploser hier lundi dans la ville de Mora sans faire de victimes. Les 2 femmes ont fait exploser leur charge dans un lieu communément appelé derrière le lycée. Elles n'ont fait aucune victime. Selon les sources sécuritaires, les 2 kamikazes étaient manifestement dirigés à distance. Avant de passer à l'acte, les 2 femmes avaient été repérées par un comité de vigilance local qui a donné l'alerte permettant ainsi de déjouer un nouvel attentat dans cette région de l'extrême nord du Cameroun. C'est la 2e fois que la ville de Mora est touchée par une attaque de ce genre en décembre dernier. Donc, un attentat kamikaze y avait fait 2 morts. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Nous repartons sur le continent où le Soudan abrite une réunion sur la lutte contre le djihadisme. Les responsables de la sécurité et du renseignement d'une 30aine de pays africains se sont réunis hier lundi à Khartoum, la capitale soudanaise. Les participants ont souligné que des milliers de jeunes africains ayant rejoint des organisations djihadistes comme le groupe État islamique représentent désormais une menace réelle pour leur pays d'origine. Au menu des discussions, la lutte contre les djihadistes, une menace grandissante sur le continent. Les participants ont souligné donc ces jeunes qui vont donc à la recherche d'un bonheur certain sont aujourd'hui des jeunes désœuvrés. 20 à 40% des combattants terroristes étrangers retournent dans leur pays d'origine après avoir combattu en Irak ou en Syrie dans les rangs des groupes terroristes, selon le secrétaire exécutif du Comité africain des services de sécurité basé à Abuja au Nigeria. Nous allons en Inde où 44 diplomates africains protestent. Les 44 diplomates africains ont protesté hier lundi contre les violences dont sont victimes les étudiants africains en Inde. Ces diplomates accusent l'Inde de ne pas prendre les mesures nécessaires face aux agressions racistes répétées contre leur communauté et de ne pas suffisamment condamner ces attaques à caractère xénophobe et racial. Dans une lettre, les ambassadeurs africains ont estimé que, malgré la récurrence de violences racistes, le gouvernement indien n'a pas pris des mesures dissuasives suffisantes et visibles. Des étudiants nigérians ont été passés à tabac, certains donc à coups de chaises en métal et de bâtons par la foule fin mars à Greater Noida, en grande banlieue de la capitale indienne. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, le décor est implanté. Il faut respecter la loi de ce pays-là, c'est dans le strict respect de la loi française que nous allons ce soir débattre sur les difficultés des couples africano-africains dits homogames dans un contexte socio-culturel hors du leur. Dans ce sujet, nous sommes avec Nicolas Féineau, qui est anthropologue. Il est blanc, il faut le dire comme cela. Ce soir, vous aurez un regard, donc, on espère à cet objectif, nous avons on a eu la difficulté durant les semaines précédentes de permettre de trouver en un homme noir un regard assez objectif. Les femmes, de manière générale, ont trouvé que les hommes africains, quand ils sont en couple avec les noirs, ils sont les femmes. Alors je résume ce qui a été dit en substance. Quand un homme noir est en couple avec une femme noire, il devient macho, tout comme sur le continent. Il est pantouflard, il ne veut rien faire. En revanche, quand il est en couple avec une femme blanche, il fait même la cuisine, il vide les poubelles, il s'occupe des enfants. Pourquoi ce comportement différent? Nicolas Féineau, vous aurez la difficile tâche de nous faire comprendre avec votre expérience, parce que vous avez même d'ailleurs fait un travail sur les couples mixtes. Donc, à votre expérience, dites-nous pourquoi ces comportements. Alors, tout d'abord, je vais essayer pas d'avoir un regard objectif, mais extérieur. Ça, je pense que je peux le faire.
Oui, donc moi je me suis un peu intéressé à des couples, mais pas à des couples mixtes, à des couples de même nationalité, mais qui n'avaient pas fait d'expérience migratoire, donc qui restaient en Afrique de l'Ouest. Et alors, je pense que déjà, on est sur des espèces des gens qui nous disent voilà, telle personne, à partir du moment où il est avec une femme blanche, il devient macho, etc. Bon, je pense que déjà faudrait dire que c'est pas le propre des hommes africains d'être macho, et qu'il y a des blancs qui sont machos, voilà. Ah d'accord, c'est bien. Deuxièmement, après je pense que c'est peut-être aussi une réaction de la part de ces hommes qui, après avoir s'être séparés de cette femme-là, pour les rendre jalouses, leur disent que voilà, avec leur nouvelle compagne qui est blanche, peut-être que ça se passe d'une manière totalement différente. Je sais pas. Là, j'ai pas de données vraiment. Vous n'avez pas de données. Donc ce soir, dans ce studio également, notre invitée c'est Madame Vanessa Ngola. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Merci d'avoir choisi d'être là. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes en couple. Vous avez un couple avec un blanc ou un noir? Un noir. Un noir. Bah, c'est très intéressant. J'ai envie de dire, comment vous faites? Puisque celle des noirs que nous avons reçues durant tout ce mois se plaignent des hommes noirs qui sont machos, qui ne veulent rien faire, pantouflards. Est-ce que vous reconnaissez dans cette description-là? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Parce que votre mari, lui, il n'est pas pantouflard, il s'occupe des enfants. Est-ce qu'il fait à manger? Oui. Il fait à manger aussi? Oui, il fait tout. Enfin, c'est un couple, déjà, c'est un partage. Donc, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Enfin, on essaye de se partager les tâches. Est-ce qu'il nous écoute? J'espère. Ouais, bon. Je pose toujours la question parce que le souhait n'est pas que madame de retour à la maison soit menacée. Donc si monsieur nous écoute, c'est sous son contrôle que parle sa femme ce soir. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui, pour nous, de manière empirique, nous n'avons pas d'études scientifiques de fait, on n'a pas de chiffres en fait, de comprendre comment une femme d'origine africaine, d'accord, laisse des hommes africains ici, leur trouvant, on va dire, presque tous ses défauts, et prendre le risque d'aller quand même sur le continent à 6 millions de vols et de ramener cette personne-là qui ne connaît même pas de manière générale en fait le contexte socioculturel ici et qui acceptera de l'épouser. Vanessa Ngola. Moi je pense qu'on ne va pas généraliser de cette façon-là. Tous les hommes ne sont pas pareils, qu'ils soient jaunes, noirs, voilà. Je me dis, tout part de l'éducation. Ça dépend. Comment est-ce que l'homme, donc qui était hier un petit garçon, comment est-ce qu'il a vu son père se comporter en famille, avec sa mère, tout ça. Je me dis que ça part de là. Et il y a aussi le fait que lui, en tant qu'être, on se mondialise tous, on voit exactement comment font les autres, qu'est-ce qu'il y a de bien chez les autres, comment est-ce qu'on le ramène chez soi. Donc, je pense que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas si cervelés que ça. Ils savent bien que c'est difficile de tenir un foyer toute seule. Par exemple, pour moi qui suis mère de famille, donc je ne vais pas y arriver toute seule. Donc, mon homme, il est là pour m'accompagner. Donc, on a décidé de se mettre en couple. Donc, on a décidé de former quelque chose, de s'entraider, quoi. Voilà. De s'entraider, c'est très beau de l'entendre, mais ce qui se passe, je me permets d'insister parce que nous l'avons entendu pendant plusieurs semaines, des femmes d'origine africaine qui trouvent que leurs hommes, en fait, leurs frères, comme de manière empirique, ils appellent souvent leurs frères, une fois qu'ils sont en couple avec elles, ils sont très durs. Apparemment, un auditeur ou une auditrice nous a rejoint. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Vous, madame, comment, s'il vous plaît? Madame Marie Camus. Madame Camus. Vous êtes en couple aussi, j'imagine? Sûr. Avec un homme noir ou un homme blanc? Un blanc. Quel regard portez-vous sur le fait qu'aujourd'hui, alors je reprends de manière empirique, en fait, dans le passé, on voyait un homme qui arrivait, un homme africain, quittait le continent, arrivait en Europe, il s'était fait une petite place, et puis à un moment de décider de se mettre en couple, rentrait chercher une femme, une épouse. Aujourd'hui, les femmes aussi s'y mettent. Ce n'est pas un tort, c'est pas un préjugé, c'est pas péjoratif. Mais on se dit quand même, il y a ces pénuries, il y a des hommes noirs en France, par exemple. Quand elles vont les chercher sur le continent, est-ce à dire que ceux qui sont, s'ils ne sont pas bons? Que pensez-vous de cela, madame, s'il vous plaît? Bon, c'est pas question de dire que c'est bon ou pas bon. Le mariage déjà africain est une institution
entre deux familles. Donc, on se dit, même si on est à l'étranger ou on est dans notre pays, c'est d'abord question d'ethnique, de coutume, de culture. Donc, on se dit qu'on doit se mettre ensemble. Nous avons ce qu'on appelle la dot. Ça se passe au pays et ça se passe très bien là-bas. Parce que ici en Europe, cette valeur, on ne l'a pas. Et nos hommes africains ici partent chercher des femmes en Afrique, des Africaines, parce que celles qui sont ici sont trop émancipées pour eux. Parce que les femmes blanches les maltraitent. Les femmes africaines qui sont ici se comportent aussi comme des femmes blanches. Donc, elles maltraitent aussi les hommes. Donc, comme l'homme est de nature macho, je me dis, il va prendre une perle qui est encore toute naïve et qu'il va en faire son produit et qu'il va élever comme il veut. Bien, Madame Camus, j'entends très bien ce que vous dites. Vous êtes en couple avec un blanc ou avec un noir, s'il vous plaît? Un blanc. Est-ce qu'il est macho, lui? Un stéphanois. Il essaye, mais il essaye. Il essaye. Bien. Quand vous dites qu'il essaye, j'entends ce que vous dites et votre regard sur ces femmes-là est assez dur. Et je voudrais laisser réagir Vanessa qui est Ngola, qui est avec nous en studio. Est-ce que vous connaissez dans ce portrait-là les femmes noires qui sont assez dures? Non, je suis désolée, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis une femme noire, j'ai été élevée en Afrique, je suis venue en Europe pour poursuivre mes études et ensuite former une famille. Je me retrouve pas là, pas du tout. Vous ne pas. Alors, je suis une parenthèse, elle a parlé de la dot. Oui. C'est fait manière d'acheter les femmes, là. Est-ce que arrêtez de caricaturer, monsieur Juvenal. La dot, c'est pas acheter la femme, ça fait partie de notre culture. Donc on va pas, c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on va arrêter Il y avait des dots en Europe. Voilà, à l'époque, voilà, il me souvient même. Voilà. Dans votre cas, sans toutefois vouloir entrer dans votre cas, est-ce que vous avez été doté? Oui, j'ai été dotée. Alors, dans le respect des traditions. Ça veut dire que vous coûtez cher. Je ne sais pas. Bien. Il y a une autrice qui semble également être en ligne. Madame. Bonsoir. C'est pas Madame Camus. L'autre dame, une autre auditrice. Oui, allô? Oui. L'autre auditrice semble ne pas nous recevoir. Madame, si vous l'entendez. Bien. Madame Camus, vous poursuivez. Vous parlez de la dot tout à l'heure. Ce soir, on n'insistera pas sur la dot. Moi, j'aimerais comprendre parce que lorsque un homme va donc, et un homme noir qui est ici en France, va chercher une femme noire, il la ramène ici, ou alors un homme noir qui est ici a une femme noire ici, c'est pas toujours évident parce que on sait que, voilà, l'homme africain, comme on essaie de le caricaturer, il est macho, il n'est pas toujours, monsieur, Nicolas Fesneau, il a dit également qu'à une époque, il y avait la dot en France, en Occident. Mais seulement, pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont ici semblent ne pas, de manière générale, s'accepter? Et j'ai l'impression qu'il y a un problème, que cela cache et qu'on n'arrive pas toujours à pointer du doigt. Oui, mais bon, il y a un problème de pauvreté que tout le monde sait, que l'Afrique traverse. Expliquez-nous. Quand on vient en Europe, ça veut dire que la fille vient se chercher, l'homme vient se chercher. Et vu les conditions de vie, c'est un rêve que tout Africain a. Quand on arrive ici, on se confronte à la réalité. On se rend compte que c'est vraiment pas l'Eldorado dont on a rêvé. Donc, il faut se lever le matin, aller chercher son pain quotidien et penser à nourrir sa famille ici et puis la famille qui est en Afrique. Mais avec des salaires de 1000 euros, chacun, on se dit, tu te mets avec un Africain qui a 1000 euros comme toi, est-ce que ça sera suffisant pour subvenir à vos besoins et aux besoins des deux familles qui sont en Afrique? Excusez-moi, Madame Camus, je ne peux pas vous laisser continuer dans... Vanessa Ngola, dites-nous. Oui, parce que quand on parle de dot, en fait, c'est l'union de deux familles. C'est pas le garçon et la fille tout seul. C'est les familles qui se mettent ensemble pour faire un cadeau à leurs enfants. Donc, il n'est pas question que l'homme sorte, je sais pas, des milliards et la femme pareil. Non, c'est pas ça. La dot est symbolique. Si on rentre dans nos traditions, elle est totalement symbolique et je ne pense pas que les familles sont là pour ruiner leurs enfants. Je ne crois pas. J'ai l'impression que vous me prenez... Madame Camille, j'ai l'impression qu'elle faisait allusion aux difficultés économiques que rencontrent les familles sur le continent, au point où ceux qui vivent ici ne vivent pas que pour eux-mêmes, en fait. C'est cela. Vanessa Ngola, allez-y. Oui, enfin, je voulais continuer dans ce sens-là en disant, je voulais déjà revenir sur la dot, comme l'a dit Madame Camus, et maintenant revenir sur ceux qui vivent en Occident, qui sont venus se chercher, entre guillemets. Je suis d'accord avec cela, mais c'est pas, on vit bien avec 1000 euros, enfin, on vit bien, on essaye de vivre avec 1000 euros, c'est pas parce que on n'a pas tous 5000 euros à la fin. C'est un exemple, hein. Voilà. Pardon? C'est un exemple de salaire.
Oui, c'était un exemple. Mais je veux dire, il n'y a pas que l'argent qui doit fonder un couple. Je suis désolée, c'est pas parce que un homme noir, il a 1 000 € qu'il va aller chercher une femme blanche qui aura plus. Enfin, non. Moi, je suis pas d'accord avec... non, on ne s'est pas compris du tout. Je parle Allez, de 2 Africains. Oui. Je parle de 2 Africains, oui. Donc une femme africaine et un homme africain. D'accord. D'accord, parce que nous en Afrique, excusez-moi le mot madame, les enfants, quand ils grandissent, quand ils réussissent dans la vie, c'est un investissement. Ils doivent prendre le relais des parents. Dans tous les pays du monde. Donc, c'est pas forcément cette réalité que moi je vis, par exemple, dans mon couple. Hein. Ah, d'accord. Moi, mes beaux-parents, même si on veut les aider, ils ne veulent pas. Hein. Ils refusent. Madame Camille, vous avez abordé un aspect assez intéressant, celui des couples mixtes où apparemment l'aide aux familles qui sont restées sur le continent ne pose pas problème. Mais cependant, est-ce que le plus souvent, c'est ce qui cause la division au niveau des couples? J'ai l'impression qu'il y a un aspect économique, certes, mais pourquoi aujourd'hui, même ceux qui semblent ne pas être dans cette configuration-là n'arrivent pas à s'accepter? Il n'y a pas de l'aspect économique. On va s'accepter parce que quand on arrive en Europe, certains Africains s'y collent à la peau, quoi, qui sont européens, et ils vont rester là. Parce que l'homme, lui, doit rentrer chez lui à un moment donné. Par exemple, pour sa retraite. Alors, on se dit, on fait des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, on va se les partager. Moi, c'est un problème qui est aussi source de problème, hein, le problème d'enfants. Ça veut dire que les bases de votre couple ne sont pas fondées dès la base. Enfin, si vous êtes dans un couple où vous êtes entendu, on vit en Europe et ensuite on va en Afrique, on se pose, je vois pas pourquoi est-ce que ça causerait un problème au moment où vous prenez votre retraite. Enfin, je pense que les bases sont pas claires du tout. Mais les bases, pour moi, notamment si je parle de couples mixtes du Cameroun notamment, moi je ne vois pas les enfants métis au Cameroun, hein, je ne vois pas les femmes blanches veuves au Cameroun. Hein. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au Cameroun, madame, je pense. Non, ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé, je pense. Il y en a pas, hein. Il y en a pas, hein. En termes de pourcentage, j'en connais pas beaucoup, hein. J'en ai pas rencontré dans les rues. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Oui, de manière brutale, Madame Camus a été coupée. Donc, elle faisait allusion à l'une des difficultés qui est le retour sur le continent. Mais je m'interroge toujours, est-ce que c'est cela qui fait que une femme noire, une femme africaine qui vit en France, après avoir eu 1 ou 2 ruptures, se tourne vers le continent, prend le risque d'aller chercher l'amour là-bas, sachant que celui qu'on ramènerait ici naturellement ne connaît pas le contexte socio-culturel. C'est une difficulté supplémentaire. Je me tourne vers Nicolas Fénon, anthropologue. Dites-nous. Alors, moi j'avais envie de réagir et donc vous posez la question pourquoi les femmes noires vont chercher des hommes noirs aussi en Afrique. Délaissant ceux qui sont ici. Oui, j'ai compris. Donc ça a l'air de vous poser problème, mais bon. Alors après, rassurez-vous. Alors je voudrais aussi le dire à l'attention des auditeurs que c'est pas péjoratif, c'est juste que on a le sentiment que cela cacherait une difficulté de fond. Allez-y. Alors, je me demande pourquoi vous faites, du coup, vous nous parlez des femmes et pas dans une globalité le fait qu'il y ait des Africains qui fassent cette démarche-là d'aller chercher ailleurs, chez eux, dans leur pays natal, un conjoint, une conjointe, peu importe. C'est vrai, il y avait quelque chose qui avait été dit tout à l'heure, sur lequel je voudrais revenir, une opinion qui est quand même partagée, le fait que les femmes blanches maltraitent. Donc c'est un cliché, mais au pays, c'est des choses qu'on peut entendre. Des choses qui reviennent, cette idée de la modernité qui corrompt, avec la France qui corrompt aussi, et du coup peut-être que aller chercher un conjoint dans son pays natal, c'est une espèce de quête identitaire presque, retourner vers une tradition et prendre quelqu'un qui n'a pas été corrompu par cette modernité-là. Je sais pas, je me pose la question. De manière péjorative, j'ai entendu dire qu'ils vont chercher, ils ou elles vont chercher ce qui est bio. En gros, ce qui n'est pas dénaturé. On va jusqu'à le dire. Comme quoi, en fait, c'est un produit qu'on va chercher. Eh ben, si vous parlez en termes de produits, du coup, c'est vrai que dans les sciences humaines et sociales, il y a une image qu'on utilise souvent pour parler, celle de marché matrimonial.
Vous connaissez cette... Non, pas du tout. Allez, voilà, c'est un petit peu comme faire son marché, c'est-à-dire choisir un conjoint, on a le choix entre plusieurs stands, etc. etc. Et c'est vrai que ce marché-là, avec Internet, avec les rencontres en ligne, avec la mondialisation, le fait de pouvoir voyager, que ce soit par le biais du tourisme, des affaires, etc., des migrations professionnelles, etc., le marché, il s'ouvre. Du coup, on a un choix qui est démultiplié, et ce qui nous donne la possibilité à tous d'élargir nos champs de rencontres, en fait. Bien, c'est pas évident, j'entends ce qui se dit, et maintenant, comme nous rentrons dans le dernier cadre de notre magazine, la question est de savoir comment faire pour que les uns les autres, parce que si nous réfléchissons sur cette thématique, c'est qu'au mois de janvier, nous avons parlé des couples mixtes, et ce que nous avons retenu, c'est que c'est pas évident du tout, parce qu'il y a généralement un choc culturel qui est très fort, auquel se heurtent souvent les couples, en le sens qu'au départ on s'aime, mais dans le temps, il est très difficile, en fait, sur le plan culturel, de pouvoir trouver, un chemin d'entente, même pour l'éducation des enfants. Et dans le temps, comme disait quelqu'un, il est, voire rare sur le continent, en Afrique, de voir des veuves blanches, ou alors quelques hommes blancs, on peut en retrouver dans la retraite, mais généralement, les veuves blanches, c'est pas évident. Et donc, nous avons choisi aussi de parler des couples africano-africains pour dire, si entre couples mixtes, c'est pas évident, est-ce que entre couples africano-africains, c'est simple? On va donc constater de manière empirique cette difficulté aujourd'hui qui fait que les femmes vont aussi, c'est pas péjoratif, j'insiste, quand on voit une femme qui va chercher l'amour, prendre le risque de faire 6 heures, 6000 kilomètres, aller prendre un homme qu'on ne connaît pas, on aime certes, mais vouloir construire sa vie dans un contexte socio-culturel. Si ça arrive, pourquoi ça vous choque plus le fait que ce soit une femme qu'un homme? Parce que de manière générale, ce sont les hommes qui le faisaient, même ici, de partout, quand un homme va chercher sa dulcinée, c'est quelque chose de simple, de naturel. Mais lorsque une femme le fait, on s'interroge. Et donc, ce soit d'où peut venir la solution? Madame Camus, Marie-Camus, est toujours avec nous? Est-ce que je peux intervenir? Allez-y. Si les femmes partent chercher les hommes bio au pays, c'est parce qu'elles sont... les hommes bio? Oui, les hommes bio, les vrais hommes, parce que les vrais, vous êtes sûr, Madame Camus, ceux qui sont ici ne sont pas les vrais? Quand on dit les vrais hommes? Ici, les hommes en Europe, ils vont demander pardon pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils vont pleurer. Mais moi, on n'a pas besoin des gamins. On a besoin des vrais hommes. Vous êtes très dur, Madame Camus. Je vois notre réalisateur là qui est très mal parce que vous trouvez qu'ils sont les gamins. Donc, à votre avis, si elles vont sur le continent parce qu'il n'y a plus des hommes, s'ils ne sont plus des hommes, c'est ça? Mais oui, parce qu'en fait, on a besoin, une femme a besoin, parce que l'homme, par définition, c'est le chef de famille, selon notre tradition. Donc, quand on pleure, on a besoin de l'épaule d'un homme. Nous sommes que des femmes, nous restons quand même des femmes. Même si nous sommes émancipés, même si nous prônons l'égalité de sexe, mais on reste un sexe faible. Ça, il faut le reconnaître. C'est un sexe faible. Parce que ici en Europe, c'est la femme qui prend le flambeau, c'est elle qui a le portefeuille, c'est elle qui prend les décisions et l'homme y suit. Ça, nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin des vrais hommes. Je ne sais pas si les hommes qui sont à l'écoute, j'espère que les hommes qui sont à l'écoute pourront réagir avant la fin de ce magazine. Vanessa Ngola. Oui, Madame Camus, je suis désolée, je ne peux pas être d'accord avec vous, il y a quelque chose qui ne se passe pas là. Quand vous dites que vous allez chercher des vrais hommes au Cameroun, c'est complètement... En Afrique, pardon, elle est camerounaise, Madame Camus. Donc, elle retourne en Afrique chercher un vrai homme. Mais elle est en couple avec un blanc en plus. J'espère qu'il écoute, parce que là, il va se poser un sérieux problème. Il se pose oui, ça, c'est pas l'expérience personnelle. D'accord, on a compris. Allez-y. J'essayais juste de dire que il y a peut-être il faudrait que ces femmes-là essayent de pourquoi pas? C'est pas un tort, pourquoi pas? Si on est capable de trouver l'amour aux États-Unis, partout en Chine, il n'y a pas de souci. Mais de là à se dire qu'un vrai homme va se trouver en Afrique parce qu'il connaît nos cultures, notre coutume, ainsi de suite, je pense que c'est déjà erroné dès le départ et que, moi, j'y crois pas trop. Je suis désolée, j'y crois pas trop. Vanessa Ngola n'y croit pas trop et c'est là où j'ai posé la question de savoir d'où peut venir la solution parce que j'insiste dessus, c'est que aujourd'hui, apparemment, c'est pas évident. Vanessa Ngola semble avoir un secret qu'elle nous dirait dans les dernières secondes de cette émission, c'est-à-dire son homme est un noir, c'est un Africain, et c'est pas courant. Madame Camus, elle nous répète, elle insiste en disant que les vrais sont sur le continent. Le secret pour avoir un homme noir avec une femme noire ici, on aura peut-être à la fin du magazine. Nicolas Filino, quand vous écoutez ces deux dames-là,
Eh ben moi je vois pas où est le problème en fait. Je vois pas quelle solution. Il y a une qui dit, il y a une qui dit sur le continent c'est vrai parce que ceux qui sont ici pleurent beaucoup. Moi, je trouve ça un peu dangereux comme modèle de raisonnement. C'est exactement ce que défend Éric Zemmour, par exemple, dans son livre Le Premier Sexe, en disant que les hommes français se dévilirisent et que du coup, les hommes de banlieue deviennent les nouveaux modèles de masculinité. Donc, voilà. Mais c'est vrai, hein, vous pouvez l'écouter, vous pouvez lire son bouquin, il est dans tous les présenteurs de la FNAC. Donc, je trouve ça un petit peu dangereux. Et c'est pareil, de toute manière, quand on parle de l'homme africain, ça n'existe pas, l'homme africain. Il y a des milliers de cultures qui sont complètement différentes. Et entre le Tchad et la Gambie, il y a un monde, voilà, c'est la même distance qu'entre la Russie et la France. Voilà, les cultures sont différentes. Après, c'est vrai qu'il y a des tendances dans les rencontres internationales, et donc il y a des chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Et par exemple, les femmes françaises, on se rend compte qu'il y a très peu de mariages de femmes françaises avec des hommes d'Europe de l'Est. Voilà, parce que elles véhiculent aussi le même genre de préjugés, comme quoi ils seraient plutôt macho, etc. Voilà, donc il y a quand même des tendances qui se retrouvent globalement, et voilà. Et à l'inverse, les hommes ont plutôt tendance à se tourner vers des femmes qui viennent du Sud. Sachant aussi que nous avons souvent vu beaucoup d'exceptions, un homme qui vient avec un plan B et une femme également qui vient avec un plan B. Le plan B, c'est parfois quoi, c'est que en arrivant ici, il a aussi une qu'il l'a laissée là-bas, ou bien il y a une autre déjà ici. Celle que d'aucuns appellent les filles androïdes sur le continent, c'est des filles qui ont souvent 2 ou 3 qu'elles entretiennent la même amour. C'est pas l'objet de notre débat, cette réflexion ce soir. Rendu dans les des 10 dernières minutes, j'aimerais entendre d'où peut venir la solution. Madame Camus, vous qui êtes dans un couple, je suis un couple mixte, et qui semblez bien comprendre en fait les difficultés de vos sœurs qui vont chercher les vrais hommes à votre sens sur le continent, d'où pourrait venir la solution? Mais la solution, je pense que la solution, c'est l'amour à la base. Hein. Si les fondations sont bien solides, tout le reste suivra. Et il faut le dialogue dans les couples. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la patience de se supporter. Dès le premier coup de vent, quand on a des difficultés, on les garde pour soi. Et pourtant, on a décidé d'être en couple. Pourtant, on a décidé de construire la vie ensemble. Donc, il faut beaucoup de dialogue, il faut de la patience, il faut aimer son partenaire. Et en Afrique, le secret de garder son homme, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Vous y croyez, madame? Très bien, parfaitement. Mais je ne sais pas, c'est les gens qui nous écoutent ce soir, je suis curieux qu'aucun homme n'ait pris le téléphone pour vous répondre. Moi, je ne le fais pas à leur place parce que ceux qui ne m'ont jamais vu, je suis un homme africain, je suis noir. Le ventre et le bas-ventre, c'est pas moi. Il faut aussi un peu d'intelligence, peu de réflexion, beaucoup de concessions. Madame Camus, merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous, d'avoir pris votre temps pour nous accompagner dans cette réflexion. Merci. Et au plaisir. Restez à l'écoute. Et j'espère que ma maudite contribution va participer à l'éclaircissement de notre projet. À aider plus d'une personne. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vanessa Ngola, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. On a souvent entendu de manière empirique, mais c'est dur d'entendre ce genre de phrase quand même. Je suis dépitée. Moi, je serais un homme, je porterais plainte contre... Bon, quand une femme le dit, on se sent quand même défendu. C'est complètement réducteur. Enfin, j'arrive même pas à comprendre. Mais apparemment, beaucoup y croient, madame Vanessa Ngola. Bon, beaucoup de femmes, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Le monde est fait de tout, donc oui, on peut l'accepter. C'est très difficile. J'ai dit bien, c'est fort curieux qu'aucun homme n'ait décroché son téléphone. Et pourtant, en préparant cette émission, 2 ou 3 me disaient que ce soir, je vais dire la mienne parce qu'effectivement, on a le sentiment que lorsqu'une femme prend la parole, là, comme ce soir, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à décrocher sur leur téléphone et de dire ce qu'ils pensent. Notre magazine arrive inexorablement vers la fin. Nicolas Féno, sans toutefois jeter le discrédit sur ces hommes ou ces femmes qui vont sur le continent chercher l'âme sœur, notre souhait c'était de comprendre d'où peut venir la difficulté, pourquoi ne pas rechercher sur place c'est qu'on va chercher à 6000 km. Alors ça, je peux pas vous donner de réponse. Après, si je peux apporter une petite contribution aussi à cette réflexion, ce serait juste de dire que la migration, ça change les choses et ça change les gens et donc les relations et qu'il faut s'adapter. Et voilà, ça change notre identité d'homme, de femme, le fait de migrer. On est obligé de se définir différemment. On n'est plus dans notre cercle culturel habituel et voilà, je pense que la question, c'est ça, c'est aussi de quelle manière des couples de même nationalité peuvent continuer à se plaire et à se fréquenter et à construire quelque chose de sérieux tout en étant en dehors de leur pays du fait de la migration. C'est vrai que ce qui
ce qui pour un autre sens semble être un point fort, c'est le fait de partager la même culture d'origine et que dans un contexte socio-culturel différent, il y a d'autres difficultés qui vont naître. Par exemple, de manière empirique, sur le continent, l'homme généralement, quand il a cette place-là, généralement, il s'occupe de manière générale de tout. Il prend tout en charge, même si la femme travaille. Et maintenant, la femme, à son tour, va contribuer à son niveau. Ça, c'est une manière de voir qui existait sur le continent, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que de plus en plus, on retrouve des femmes dans la vie active. Mais cependant, celles qui ont été venues dans ce débat, dans les semaines dernières, exigeaient cela. Elles veulent être comme les femmes d'Afrique qui sont prises en charge totalement et avoir toutes les exigences qu'une femme peut avoir en France, ce qui n'est pas évident. Vanessa Ngouan, dans votre cas, est-ce qu'on pourrait avoir votre secret? Permettez qu'on essaie de rentrer. C'est combien de temps que vous êtes avec monsieur? Ça fait plus de 10 ans. Comment vous faites pour ceux qui nous écoutent ce soir? C'est un Africain? Oui. Mais... C'est un homme? Oui. C'est-à-dire qu'il lève la voix aussi? Des fois. J'imagine. Il essaye. Elle a dit, alors, la phrase qui revient, Madame Kabul a dit, il essaye. Et est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il pleure? Mais il ne me montre pas. Enfin, est-ce qu'il pleure? Dites-nous. Non, je le vois pas pleurer. Non. Il ne pleure pas. À l'intérieur, je pense. Mais... ça veut dire qu'il souffre alors. Non, il n'y a, a pas de secret. Je pense que tout part de la base. Au départ, on n'a pas recherché une couleur de peau. Donc, c'est une question d'alchimie, c'est une question de feeling, c'est une question de projet de vie. Et, on a vu que nos projets cadraient, donc ça s'emboîtait bien. Et puis, on continue notre bonhomme du chemin. J'ai pas de secret à donner, il n'y en a pas. C'est juste, être fidèle à ses engagements et puis respecter l'autre, dialogue. Vanessa Ngouan, vous entendez, est-ce que c'est évident au quotidien? Mais c'est comme dans tous les couples. J'ai pas fait. C'est-à-dire il y a des engueulades, il y a des moments de joie, il y a des moments de... des engueulades. Vous levez la voix. C'est humain. C'est déjà... C'est humain. En Afrique, c'est pas courant. On arrive à élever la voix combien de fois en couple. Donc oui, ça arrive. Bien. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Femme chez une entreprise, en couple, je pense que il nous écoute. Homme, je merci d'avoir donné son feu vert, parce qu'en Afrique, généralement, la femme donne son feu vert. Donc, on imagine que ce soit là donné son feu vert. Et on le remercie si effectivement c'est lui qui tient la baraque. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Nicolas Fénon, merci d'avoir été avec nous ce soir. Eh ben pareil, merci de m'avoir invité. Et on espère que vous reviendrez, vous nous apporter votre regard, on va dire, extérieur de ces réalités dites africaines, dans un contexte socio-culturel différent du contexte africain. Nicolas Fénon, allez-y. Si je peux rajouter juste un petit point, en fait, c'est pas du tout spécifique à l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a des historiennes qui ont étudié, il y a une historienne en particulier à laquelle je pense, Francesca Cirna, qui a étudié comment, dans les années 50, les couples siciliens se sont implantés en Provence, et comment ça a changé les choses pour les femmes siciliennes, parce qu'une femme de bonne famille en Sicile à l'époque, donc... C'était quoi ? Oui. Eh ben, elle avait interdiction de travailler en dehors de chez elle parce que c'était vraiment honteux. Et du coup, arrivé en Provence, du coup, avec les difficultés économiques des immigrés italiens qui parlaient pas la langue, etc. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas spécifiquement africain à mon avis. C'est pas spécifiquement africain. Merci beaucoup. Cela donne enfin du bon au cœur aux hommes africains qui nous écoutent et aux femmes aussi. Merci à nous tous d'avoir joué le jeu, d'avoir été des nôtres. Dommage que les hommes n'aient pas eu le courage, je peux me le permettre de le dire, parce que j'étais pris en sandwich tout le temps, qui n'aient pas eu le courage de prendre leur téléphone, de dire à l'heure. Rendez-vous est pris mardi prochain à 19h. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.